de 900 000 candidats frappent à la porte de la fonction publique qui ne peut en recevoir que 11 000. Les concours directs de la fonction publique ont été lancés ce matin dans les 13 régions du Burkina. Ebomaf, dans un projet de partenariat public-privé au Bénin, l'entreprise burkinabé a été chargée de la réhabilitation d'un tronçon au Bénin. Coût du projet, plus de 161 milliards de francs CFA. Mutinerie ou attaque terroriste, l'armée vénézuélienne a fait une apparition dans la crise du pays à travers une vidéo d'un groupe de militaires qui en appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici l'heure de vérité pour des milliers de candidats au concours direct de la fonction publique. La session 2017 a été lancée ce matin par le ministre Pernouendé Clément Savadogo. 11 000 postes sont à pourvoir cette année pour plus de 900 000 candidats repartis dans toutes les 13 régions du Burkina. Les concours sont de plus en plus nombreux et les candidats sur les rangs aussi, d'où la difficulté de tirer son épingle du jeu. Sié-Dilarienne, Zoubaviel, David Dabiré. Ils sont 905 000 candidats repartis sur le territoire national à prendre part au concours direct de la fonction publique session de 2017. Et en cette matinée de lancement officiel des compositions, Patrice Onadja, candidat du centre de Ouagadougou, se dit prêt pour les épreuves. Le jeune diplômé de l'université Ouagadougou espère obtenir un poste parmi les 11 000 à pourvoir pour la présente session. Pour lui donc, l'avenir se joue ce matin. Aujourd'hui, je rentre dans le jeu de mon avenir même. Voilà. Donc ici même pourrait être la profession que je bâtirai peut-être pour le reste de ma vie. Puis si j'obtiens le concours, voilà, je serai être conseiller pour le reste de ma vie. Mais avant d'y arriver, il faut répondre à l'appel, présenter ses documents d'identité aux surveillants afin d'avoir accès à la salle de composition. Il est 7h30. Le ministre de la fonction publique lance officiellement les concours. Les épreuves sont essentiellement axées sur les questions à choix multiples. Une formule qui se justifie selon Clément Savadogo par son efficacité. Dans beaucoup de pays, on recourt également aux questions à choix multiples. C'est d'ailleurs la méthode, voilà, un pays comme les États-Unis, c'est la méthode normale dans les systèmes d'évaluation. Mais il n'est jamais établi que dans ce pays, les cadres ou les agents sont de moindre qualité par rapport aux autres. Donc tout est question du contenu qu'on y met. Hein, voilà. Si le contenu, évidemment, est galvaudé, est vraiment léger, bon, là, vous allez voir plus de chanceux qui réussissent que de gens qui ont une maîtrise de connaissances. Donc il faut faire en sorte que par le contenu, il y ait plus la maîtrise de connaissances que la chance naturelle comme ça. Parce que par la chance naturelle, vous risquez d'avoir vraiment toutes sortes de personnes dont un bon nombre peut-être n'ont pas un bon niveau. Les premiers résultats pour cette session sont attendus pour le 10 septembre prochain. En plus des 11 000 postes à pourvoir au concours direct, le ministre en charge de la fonction publique annonce le recrutement de 8 000 agents dans le cadre des mesures nouvelles les mois à venir. Venons-en maintenant à l'entreprise Ebomaf qui frappe un grand coup au Bénin. La réalisation, le bitumage de la route Dassa-Savalou-Djougou qui traverse le Bénin et court vers la frontière du Burkina ont été confiés à l'entreprise Bonkoumou Mamadou et Fils. La réhabilitation de cet important tronçon a un coût estimé à plus de 161 milliards de francs CFA. Un projet exécuté dans le cadre du partenariat public-privé et lancé vendredi dernier à Savalou au Bénin. Reportage de nos envoyés spéciaux Issa Kafando, Maïmouna Traoré. L'axe Dassa-Savalou-Djougou sur la nationale inter-État Cotonou, frontière du Burkina Faso. Ce tronçon sur le corridor Ouagadougou-Cotonou est très sollicité dans les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République du Bénin. Mais il est difficilement praticable. Le niveau de dégradation aujourd'hui de cette route est très avancé. Malgré les efforts que nous ne cessons de consentir pour son entretien. Cette route aujourd'hui ne facilite plus les échanges commerciaux entre le Bénin et les pays de l'Interland
notamment le Burkina Faso et le Mali. Pour améliorer le trafic et faciliter les échanges inter-États, l'État béninois a décidé de sa réhabilitation ainsi que de celle de 3 de ses bretelles, Basila Manigri, Prékété frontière du Togo et Basila frontière du Togo, soit une longueur cumulée de près de 271 km. Et c'est à Ebomaf, l'entreprise Bonkungu Mahamadou et fils du Burkina Faso, qu'il a confié la réalisation des travaux. D'un coût estimé à plus de 161 milliards de francs CFA, le projet est financé sur le modèle partenariat public-privé. Nous sommes présents ici dans le souci d'apporter notre expertise et notre savoir-faire au développement du Bénin à travers donc le programme des travaux d'urgence du président Patrice Talon. Pour ce qui concerne la largeur de la chaussée, elle est de 7 mètres en agglomération avec des accotements de 2 x 2 mètres. En race campagne, vous aurez une chaussée de 7 mètres de large avec un accotement de 2 x 1,5 mètres. Pour ce qui concerne la structure, il s'agit de la reprise de la couche de base par recyclage avec stabilisation au ciment pour en faire une nouvelle couche de fondation. Les travaux ainsi lancés, Ebomaf dispose d'un délai de 36 mois pour rendre cette route conforme aux normes communautaires. Pour une meilleure exécution des travaux, elle demande l'accompagnement des populations des villages traversés. Croire que l'agriculture n'a pas besoin d'outils informatiques est totalement inexact. La preuve, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques vient de doter ses structures décentralisées de matériels informatiques d'une valeur de 190 millions de francs CFA. Ce matériel vient renforcer les capacités des directions provinciales, régionales et centres de formation du département. Reportage Ibrahim Sombié, Draman Guinée. Le ministre de l'Agriculture remet ici un vidéoprojecteur au directeur régional de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques des Cascades. Et c'est parti, toutes les directions régionales sont ainsi dotées de matériel informatique, le tout d'une valeur de 190 millions de francs CFA. Ce matériel acquis grâce à l'appui du projet d'implantation des systèmes informatiques du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques va permettre de renforcer les capacités informatiques de ces directions. Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs, et c'est pour faire en sorte que le ministère ait la capacité nécessaire de contribuer un tant soit peu à travers les directions déconcentrées et à l'avancement de nos activités sur le terrain. Les bénéficiaires accueillent avec joie ce matériel informatique qui leur permettront de tirer profit des avantages offerts par les TIC afin d'accroître les performances de leur intervention. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous recevons ce matériel-là qui va permettre à l'ensemble des bénéficiaires d'améliorer franchement leurs moyens d'intervention et de satisfaire un peu justement les besoins dont le ministère a par rapport donc à la remontée des données. Outre ce matériel informatique offert, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques examine la possibilité de doter davantage les services déconcentrés en matériel roulant. Au nom des structures appelées à gérer le périmètre irrigué de Bagré se trouve le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique. Ce comité a tenu à Manga sa 10e session pour se pencher sur son budget et élaborer un programme d'activité. Installé en 2005, le comité a pour mission d'œuvrer à l'aménagement des pêcheries sur le périmètre halieutique de Bagré et la gestion durable des ressources en poissons. Issaka Ouedraogo, Aruna Mare, reportage à Manga. À Manga, ces membres du comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de Bagré se concertent pour mieux gérer la filière pêche. À cette 10e assemblée générale, ils vont plancher sur le bilan de la 9e session de leur comité. Autre point de cette rencontre, l'examen du programme d'activité et le projet de budget de l'année en cours. Au niveau institutionnel, il y a eu beaucoup de réaménagements. Donc c'est bon que les nouveaux acteurs qui sont de façon tacite pris dedans, et pendant que le travail se faisait, qu'ils puissent aussi vraiment être partie prenante de façon vraiment légitime.
Le périmètre halieutique d'intérêt économique de Bagré est placé sous la tutelle d'une structure technique de coordination. Avec les moyens du bord, elle s'investit pour la préservation de la ressource. Pour la gestion des ressources halieutiques, il faut d'abord un bon suivi, il faut les moyens aussi bien techniques, financiers pour le suivi, le contrôle et puis voilà, l'aménagement du périmètre. Pour une meilleure gestion du périmètre, l'implication des différents acteurs est souhaitée. Pendant longtemps, le domaine des ressources halieutiques était seulement pour les techniciens du domaine. On se rend compte que ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs, s'ils ne sont pas impliqués, ça va être difficile, à commencer par les acteurs à la base. Cette 10e session servira aussi de cadre pour renouveler les membres du comité. Une fois élu, le nouveau bureau va se doter d'une nouvelle feuille de route afin de mieux baliser son intervention sur le terrain. Une exploitation minière qui ne laisse pas au bord de la route les populations riveraines, celle de la société minière Riverson Karama dans le Yatenga. Elle a octroyé des crédits aux populations des communes de Oula, Namisgima et Wayugia d'un montant de 54 millions de francs CFA. Crédits qui ont servi à de nombreuses réalisations visitées vendredi dernier. À Wayugia, les précisions d'Irénée Kaboré et de Moussaki. Rasmane Dieni est maraîcher à Logori dans la commune rurale de Oula. Sur son demi-hectare emblavé, on y trouve d'aubergines, de tomates et de piments. Pour renforcer son activité, M. Dieni a pris un prêt de 100 000 francs CFA avec l'association NID dans le cadre de soutien aux personnes impactées par les travaux de la société minière Riverstone Karma. Cette somme m'a beaucoup bénéficié parce que ça m'a aidé à trouver l'engrais pour renforcer le travail. C'est une machine qu'on met sur le dos pour pomper les insectes. Si ça donne bien, comme je dis, je peux gagner 200 000 ou 150 000 comme ça. Cette année, la société Riverstone Karma a mis à la disposition de son partenaire technique, l'association NID, environ 54 millions de francs CFA. Les 317 bénéficiaires des communes de Oula, de Namisgima et de Waiguia ont injecté leur argent dans l'élevage, la menuiserie, la restauration et la maraîchiculture. Des commissions qui ont été mises en place avec des CSL. Les CSL, c'est des représentants des 3 communes concernées, des représentations de l'association NID et des représentants aussi de Riverstone Karma. Sur 1600 dossiers, on a retenu 453 dossiers. Les microcrédits qui ont été octroyés aux différentes populations, cela leur est beaucoup utile. Ce qui nous rassure que même après la mine, ils resteront autonomes. Désormais, leur regard est tourné vers le renforcement de l'esprit entrepreneurial des bénéficiaires à travers des formations. Des jeunes ont été confiés à une conférence publique sur le Fonds de développement culturel et touristique. Le thème portait sur les opportunités d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Les discussions entre la direction générale de ce fonds qui octroie des prêts et des subventions à des projets culturels et touristiques ont été initiées par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Paul-David Bambara, Vincent Tiendrebiogo. L'association Jeunesse Espoir d'Afrique, AGEA, s'intéresse au Fonds de développement culturel et touristique, le FDCT. Les membres de cette association se sont réunis ce week-end à Zignaré pour une conférence publique sur les opportunités que présente ce fonds pour l'entrepreneuriat culturel et touristique. Nous avons vu que c'est une opportunité parce que le fonds vient comme une banque qui va subventionner les activités désormais appelées touristiques et culturelles. C'est une manière d'amener le fonds vers la population concernée pour qu'elle s'approprie de cette institution-là qui se veut comme une institution financière au service de la jeunesse qui veut entreprendre dans le domaine du tourisme. C'est le directeur général du FDCT qui a animé la conférence face à un public dont l'intérêt pour ce fonds était manifeste. Une conférence riche en informations et conseils utiles pour les jeunes et les femmes en quête de moyens financiers pour se lancer dans l'industrie culturelle et touristique au Burkina. Nous avons fait comprendre aux participants qu'il existe un mécanisme pour financer l'industrie de la culture et du tourisme dans notre pays. Et que c'est une opportunité pour les entrepreneurs et que c'est une opportunité pour ceux qui veulent entreprendre aussi dans le secteur. Le troisième message est de dire que l'appropriation de cet instrument-là dépend d'eux. Cette conférence publique entrait dans le cadre des journées de promotion touristique
initiée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Des journées ponctuées par des visites de sites touristiques du plateau central. La 11e saison de Faso Academy a été lancée hier soir à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané qui a fait salle comble. Après les différents castings dans les régions, ils ne sont plus que 48 candidats à prendre part aux phases éliminatoires. Éliminatoires qui débutent dès cet après-midi avec 3 chansons imposées. Konsoun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiré. Hey, just for a moment, baby. Just for an hour, please. Un a cappella du ministre en charge de la communication qui donne le top de départ de Faso Academy édition 2017. Les matchs éliminatoires débutent dès ce soir à Ouagadougou et ce sont 48 candidats repartis dans les 13 régions du Burkina Faso qui vont se succéder sur la scène pour faire valoir leur talent artistique. Je voudrais féliciter l'équipe de la télévision pour cette initiative-là. C'est un élément important en termes de renouvellement de notre culture, c'est un thème important en termes de renouvellement de nos artistes. Et donc appeler les uns et les autres à faire de ce cadre-là un véritable cadre d'expression dans la pluralité, la diversité et la richesse de notre culture. Pour ces matchs éliminatoires, les candidats vont rivaliser autour de 3 chansons. Une imposée aux filles, une aux garçons et une autre imposée à l'ensemble des candidats. C'est quand même un cadre d'expression que nous offrons aux jeunes. Et ça cadre aussi bien avec cette jeunesse parce que ce sont des vacances. C'est une émission par de la RTV. Et cette année, nous avons mis les bouchées doubles. Et j'étais vraiment contente ce soir de voir qu'il y a une diversité. Vous avez des commerçantes, vous avez des coiffeuses. C'est-à-dire que la porte vraiment est ouverte à tous ceux qui veulent tenter leur chance. À l'issue de ces matchs éliminatoires, les 16 meilleurs d'entre ces candidats seront retenus pour les quarts de finale. Et comme innovation majeure pour cette édition, selon les organisateurs, le live est imposé à partir des demi-finales. La finale, elle, est prévue pour le 7 octobre et le où la lauréate partira avec la cagnotte de 3 millions de francs CFA. Voilà, lancement qui a eu lieu hier au Sénaza. La crise sociopolitique au Venezuela connaît décidément de nombreux rebondissements après les marches et contre-marches, après les référendums et autres assemblées constituantes. Voici venu le temps de la rébellion militaire. Un groupe de soldats est apparu hier dans une vidéo pour déclarer qu'il voulait œuvrer à rétablir l'ordre constitutionnel. Une déclaration considérée par le pouvoir de Caracas comme une attaque terroriste. 10 membres du commando qui a attaqué une base militaire de Valencia au Venezuela sont toujours en fuite. Ils ont en leur possession des fusils et des lance-grenades dont ils sont parvenus à s'emparer. 2 assaillants ont été tués et 8 capturés. Ils ont été identifiés comme un officier déserteur et 9 civils. Les autorités y voient une attaque terroriste et non pas une rébellion militaire. La constituante a suspendu ses travaux. Je demande la peine maximale pour tous ceux qui ont pris part à ce complot terroriste. La peine maximale et il n'y aura aucune clémence, sous aucun prétexte, pour les civils et les déserteurs. Les forces armées ont rappelé leur soutien au régime. L'un des leaders de l'opposition, Enrique Capriles, met en doute cette image d'une armée unie derrière le pouvoir. Ne croyons pas qu'il s'agisse de toute la famille des militaires, c'est le discours des dirigeants de l'armée. Parce que tous les Vénézuéliens aujourd'hui, tous dans leur immense majorité, vivent les mêmes problèmes. Des dizaines de personnes ont dressé des barricades aux environs de la ville de Valencia où la base militaire a été attaquée. Des affrontements ont éclaté avec des militaires de la garde nationale qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et de tirs de balles en caoutchouc. Du sport à la une des quotidiens de ce lundi qui commente la finale de la Coupe du Faso disputée samedi dernier et qui a vu la victoire de l'EFO. Les journaux reviennent aussi sur la présidentielle rwandaise qui a été marquée par la victoire sans appel de Paul Kagame avec plus de 98%. Bien entendu, le cas de Djibril Bassolé est aussi à la une des journaux. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Les taux se desserrent au profit de Djibril Bassolé, pourrait-on dire. En effet, l'observateur Palga annonce à sa une l'abandon de toutes les charges retenues contre lui, sauf la trahison. Attentat contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, fourniture de moyens financiers, meurtre, dégradation volontaire de biens,
coups et blessures volontaires. Voilà la liste des charges désormais abandonnées, à en croire le journal. Conséquence, une audience se tiendrait très prochainement et Bassolé pourrait obtenir une liberté provisoire, selon l'Obs qui cite une source proche du dossier. Et c'est naturellement tout bénef pour le général incarcéré depuis bientôt 2 ans. 31e Coupe du Faso, la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou sur l'Union sportive des forces armées a nourri les commentaires dans les parutions du jour. Les faux des armes l'USFA titre aujourd'hui au Faso sur le score de 3-2. Mais pour Sidoya, c'est Blaise qui met l'armée au supplice. Un titre à l'honneur de l'homme du match, Blaise Yamego de son nom, qui a réalisé le triplé triomphal de l'EFO. Et l'observateur Palga résume le match à un seul contre tous. Blaise Yamego 3, USFA 2. Présidentielle rwandaise, bienvenue au pays de l'unanimisme, écrit le journal Le Pays. Avec 98% des voix pour Paul Kagame, c'est tous les habitants des 1000 collines qui sont d'avis de reprendre en cœur le seul évangile qui vaille, celui de Saint Paul Kagame, commente le journal. Le président rwandais a des mérites, fin du génocide, croissance et développement économique et social. Mais, rappelle le journal, la démocratie telle que pensée par les philosophes du siècle des Lumières s'accommode mal de la pensée unique et de l'unanimisme, synonyme de totalitarisme. Pour l'observateur, Paul Kagame ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et tant pis pour ceux qui veulent juger la démocratie rwandaise selon les critères occidentaux. Et à ce rythme, il risque de franchir la barre des 100%. Mais pour aujourd'hui au Faso, il faut penser à l'après, car une loi immuable veut que les règnes interminables accouchent toujours du chaos, et ce ne sont pas les exemples qui manquent pour le journal. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.